Bonjour à tous, bonjour Christophe. Cette émission n'est pas en direct pour la première fois depuis la rentrée de septembre. Comment être certain alors que la liberté de parole coutumière à cette chronique sera respectée, que je ne serai pas honteusement censuré ? À vrai dire, je suis certain que ces espèces de fils de bip de Radio Plus vont me censurer. C'est comme si je me mettais à ne pas suivre les injonctions patriotiques nous obligeant à ne pas gâcher la fête de l'euro, alors qu'avant même que ça ait commencé, j'en avais déjà plein le bip de leur euro commercial de bip. Vous pouvez me biper, je m'en bats les bip. Bon, aujourd'hui, nous recevons Marie Prête de la compagnie La Vache Bleue, avec laquelle nous allons faire connaissance dans quelques instants. Mais comme à l'accoutumée, je vais proposer à mon invité, Marie Prête donc, de nous raconter un petit quelque chose, pas plus tard que maintenant. Bonjour Marie, c'est à toi. Bonjour. Alors, Tony, est-ce que tu sais pourquoi le monde est un cercle ? Alors là, je l'ignore. Bien, il y a très très longtemps, au premier temps du monde, les dieux, les premiers dieux, ceux qui créèrent le monde, se sont endormis. Ils se sont endormis parce qu'ils étaient fatigués de s'être fait chemins et réponses. Mais avant de s'endormir, les premiers dieux, ceux qui créèrent le monde, s'étaient accordés à dire que le monde devait continuer d'avancer. Alors ils sont allés voir les hommes et les femmes vrais et ils leur ont dit « Voilà, ainsi va la vie, ainsi va le monde, vous devez continuer d'avancer. » Et ensuite ils se sont endormis. Les hommes et les femmes vrais se sont regardés les uns les autres et certains ont demandé « Mais d'accord, mais quand est-ce qu'on commence ? Quand est-ce qu'on commence à avancer ?» Et les autres ont répondu par une question parce qu'ils avaient appris cela des dieux. À une question, il faut toujours répondre par une autre question. Et ils ont dit « Mais et quand est-ce qu'on arrive ?» Et là, les dieux, les premiers dieux, ceux qui créèrent le monde, se sont réveillés parce qu'ils ne pouvaient pas rester endormis aux questions des hommes et des femmes vrais. Et ils ont pris leur marimba et ils se sont mis à chanter et à danser avec les questions des hommes et des femmes vrais. Les hommes et les femmes vrais, ils étaient agacés, ils ont dit « Attendez, nous, on vous pose de vraies questions, on voudrait de vraies réponses. » Alors les dieux, les premiers dieux, ceux qui créèrent le monde, se sont arrêtés de danser et de chanter. Ils ont regardé les hommes et les femmes vrais et ils ont répondu « Mais vous êtes des hommes et des femmes vrais, mais vous n'êtes pas très intelligents. Vous cherchez la réponse en dehors. Mais la réponse n'est pas en dehors. Elle est à l'intérieur de vous-même. Vous êtes des hommes et des femmes vrais et vous êtes nés sur le dos. Le dos est votre commencement. Et c'est sur le dos que vous quitterez ce monde. Le dos est votre fin. Alors c'est simple. Il suffit d'avancer les uns derrière les autres, tout autour de la terre, jusqu'au moment où votre regard pourra voir votre dos même de loin et vous serez arrivé. Et là-dessus, les dieux se sont endormis. Les hommes et les femmes vrais n'étaient pas sûrs d'avoir tout compris, mais ils se sont mis en route. C'était facile. Il suffisait d'avancer les uns derrière les autres jusqu'au moment où leur regard pourrait voir leur dos, même de loin. Mais au bout d'un tour, ils se sont aperçus que c'était impossible. Tu as déjà essayé, avec ton regard, de voir ton dos, même de loin ? J'ai essayé mais j'y suis pas arrivé. Ça marche pas. Alors certains se sont découragés, ils se sont assis sur le bas-côté de la route en se disant « Mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert d'arriver à la fin pour n'être qu'au début ? Ça n'a pas de sens. Et puis, c'est impossible. On n'y arrivera jamais. Notre regard ne pourra jamais voir notre dos, même de loin. » Mais d'autres se sont pas découragés, ils ont continué d'avancer. Ils ont marché les uns derrière les autres, tout autour de la terre. Et puis c'est vrai, ils se sont rendus compte que leur regard ne pouvait pas voir leur dos même de loin. Mais en marchant comme ça, les uns derrière les autres, en cheminant, ils se sont aperçus qu'il y avait toujours
un dos sur lequel leur regard pouvait se poser, et que même était le dos sur lequel un regard pouvait se poser. Ça leur a donné du courage. Alors ils ont continué d'avancer et ils ont fait en sorte que le chemin sorte meilleur à chaque fois sous leurs pas. Et pour ne pas oublier ce chemin, les hommes et les femmes vraies ont dessiné un cercle tout autour de la terre. Et ce cercle, c'est le chemin des luttes des hommes et des femmes vraies. Bien sûr, ils savent que le chemin est long. Bien sûr, ils savent qu'ils n'en verront pas la fin. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'être un bon chemin pour tous ceux qui arrivent. Merci Marie. Est-ce que, tout d'abord, pour démarrer cette interview, tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire que tu viens de nous raconter ? Elle vient d'où, cette histoire ? Alors cette histoire, elle vient du Chiapas. Et c'est une histoire, c'est un conte populaire du Mexique, du Chiapas. Et j'ai eu envie de la raconter parce que je trouve qu'elle vient d'hier et qu'elle sonne, en tout cas pour moi, elle est drôlement d'actualité aujourd'hui. Voilà. Et qu'elle parle de la transmission, elle parle de tous ceux qui ont lutté pour que le monde soit meilleur, que ce n'est pas toujours facile, et elle dit aussi de ne pas baisser les bras. Donc voilà, je trouve que c'est une histoire, en tout cas moi, qui me porte, voilà, que j'avais envie de partager. Alors tu es membre de la compagnie La Vache Bleue, qui est basée sur l'agglomération lilloise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette compagnie ? Comment elle est née ? De qui est-elle constituée ? Et puis tiens, d'où vient aussi ce nom de La Vache Bleue d'ailleurs ? Alors, elle est née il y a très très longtemps maintenant. Elle est née en 1994. C'est une compagnie qui a 20 ans, 21 maintenant. On a fêté les 20 ans il y a 2 ans, 22 ans. Et elle est née à la base, on était une bande de copains qui faisions du théâtre de rue. Et petit à petit, chemin faisant, on s'est rendu compte que ce qui nous intéressait, c'était pas juste d'être dans du visuel. En rue, à l'époque, on était beaucoup dans le visuel, mais qu'on avait envie de raconter dans la rue, avec cette idée qu'on avait envie de raconter à un public qui n'était pas un public qui venait spécialement. Comme au théâtre, on vient voir un spectacle, mais qui était un public qui allait ou pas s'arrêter. Voilà, donc c'est né de là, de ça. La Vache Bleue, pourquoi ça s'appelle La Vache Bleue ? Parce qu'on aimait bien juste le nom. Il n'y a aucune, on a essayé de trouver des anecdotes pour expliquer pourquoi La Vache Bleue, mais en fait, il n'y en a pas. C'est juste, on cherchait un nom et puis on s'est dit, oui, c'est sympa, La Vache Bleue, on aime bien, et voilà, ça fait l'unanimité, et voilà, c'est né comme ça. Je pensais que c'était à cause du poème d'Éluard, la vache est bleue comme une orange. Non, mais même, non, c'est même pas. Je pense pas que ce soit la vache en plus. Voilà. Et toi-même, quel a été ton parcours avant La Vache Bleue ? Comment en es-tu arrivé au métier de théâtre de rue finalement, puis de comédienne, de conteuse ? Est-ce que ta formation initiale t'y destinait, ou est-ce que tu viens de complètement ailleurs ? Alors, est-ce que ma formation initiale me destinait ? J'en sais rien, je pense que c'est la rencontre avec l'éducation populaire. Je le dis parce que c'est quelque chose qu'on défend aussi beaucoup dans la compagnie. Ça veut dire que... moi j'ai fait du théâtre dans des MJC, à Croix d'ailleurs, qui est une MJC qui est en péril en ce moment. J'ai fait du théâtre, j'avais pas un rond, mes parents n'avaient pas un rond, et j'étais soutenue par l'équipe à l'époque du théâtre pour que je puisse continuer à faire du théâtre. J'avais 15-16 ans, j'étais toute jeune, et je me suis jamais arrêtée. Et entre-temps, j'ai fait des études de lettres aussi. Et petit à petit, par les rencontres, j'ai commencé à faire du théâtre de rue. Et de là, toujours par les rencontres, je suis devenue lectrice avec l'association Lis avec moi, qui œuvrait beaucoup dans les années 90, qui sont quand même à la base de ce travail sur l'éveil culturel du tout-petit en Nord-Pas-de-Calais. Donc j'ai beaucoup suivi tout le travail qu'ils ont mené. Ils ont fait un vrai travail de transmission pour moi. Ça m'a beaucoup nourrie. Et puis voilà, petit à petit, j'ai rencontré des conteurs. Je me suis formée avec des conteurs, avec Conteurs en campagne d'ailleurs. Aussi, ouais.
Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis devenue conteuse. Et est-ce qu'il y a, j'aime toujours poser cette question-là aux artistes qui viennent à ce micro, est-ce qu'il y a eu un déclic véritable, un événement, un spectacle éventuellement, un moment où tu as vu un spectacle sur scène qui t'a dit c'est ça que je veux faire, ou est-ce que ça remonte plus jeune? Parfois, certains conteurs m'ont répondu ici qu'on leur avait raconté une histoire quand ils étaient petits, que ça les avait suivis tout le temps. Alors, je pense que la base, hein, et c'est pour ça que je trouve que nos métiers ont du sens, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va laisser, et ce qui va se passer pour les gens qu'on rencontre. Je me souviens, j'étais en 6e, ça remonte. Il y a un monsieur qui était venu à l'école et il faisait des poèmes, et c'était des poèmes en ch'ti. Et il parlait avec une telle passion, il nous récitait ses poèmes, c'était un comédien, il parlait avec une telle passion de son travail de poète, que je suis rentrée, je me suis mise à écrire. J'avais 11 ans, je pense. Et après, il y a eu d'autres rencontres aussi. Je cite parce qu'en fait, je pense que les gens ne savent pas toujours. Alors, c'était François Gérard et la Manivelle Théâtre qui était venu à mon collège. J'étais collégienne et pareil, j'avais vu un spectacle c'était il y a très très longtemps. Et voilà, en fait, il y a eu comme une espèce de fil, de chemin qui en tout cas, m'est paru... tu sais pas quand t'es jeune si c'est ce que tu vas faire, mais comme une nécessité, comme quelque chose de vital, en tout cas pour moi. Ça s'est passé comme ça. Voilà. La Vache Bleue propose donc différents répertoires, types de spectacles pour des publics très larges. Hein. Vous avez du jeune public, des formules plus tout public, des interventions aussi dans la rue. On va vous survoler un peu tout ça. On pourra peut-être pas prendre spectacle par spectacle, ça risque de prendre du temps parce que vous existez, comme tu l'as dit, depuis longtemps. On peut commencer peut-être par le très jeune public, parce qu'il me semble que c'est quand même une des spécificités de votre travail. Vous n'êtes pas si nombreux que ça à proposer des spectacles pour les tout petits, hein, donc quasiment même dès la naissance, on pourrait dire. Les spectacles que vous proposez, comme Maintenus, comme Les Petits Êtres, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la spécificité de ce public-là, et puis pourquoi toi, personnellement, ou d'autres personnes de ta compagnie, vous vous êtes engagé dans ce travail-là auprès des tout petits? C'est apparu comme une évidence parce que, comme je te le disais précédemment, moi j'ai commencé alors que j'étais encore étudiante en lettres, j'ai commencé à m'intéresser à cette question de la lecture aux tout petits, lire pour les bébés. Et ce travail qui était mené par Lee avec moi, dont j'étais très proche. Et un jour, je me suis posé la question, il y a longtemps, il y a très très longtemps, je pense que ça n'existait pas encore d'ailleurs, les spectacles pour tout petits. Dans cette même lignée de s'interroger sur les livres c'est bon pour les bébés, que nous disait Marie Bonafé, ça m'a posé la question du langage, ça m'a posé la question de la tradition orale enfantine, pourquoi elle était là, et quelle était sa place et son sens dans l'éveil du tout petit, et que finalement, autrefois, c'était les familles qui se chargeaient de ça par le biais de la tradition orale enfantine. C'était une manière de raconter le monde autour, au tout petit, c'était une manière de l'éveiller, de jouer avec lui, d'être en relation avec lui. Il y avait aussi tout le travail, comment je vais te dire là, parce que du coup je suis un perturbée. Les jeux de doigts, peut-être. Il y a les jeux de doigts, on est vraiment dans ce toucher, dans cette relation, dans cette prise de conscience du corps de l'enfant, parce que du coup on nomme le corps, mais on nomme aussi sa place dans la famille. C'est le cas des jeux de doigts. Voilà, on se découvre, l'enfant se découvre et l'adulte l'y accompagne avec ces petits récits qui sont pour moi déjà des petits récits. Et pour moi, c'était comme une évidence que ce répertoire-là, il fallait le faire vivre. Et alors, ça paraît peut-être moins évident aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 90, je me disais, ce serait chouette de proposer des petites formes où parents et enfants pourraient profiter de ces moments-là, et qu'effectivement, la tradition orale enfantine, ça me paraissait la nourriture naturelle du tout petit, mais parce que c'est aussi la nourriture de l'adulte, parce que c'est lui qui prépare. Et voilà, comme un moment partagé.
Et ça me paraissait naturel que tu posais forcément la question du tout petit, mais la question de l'adulte, la question de l'enfant qui accompagne, la question de l'adulte, excuse-moi, je suis un lapsus, tiens. Je veux dire l'enfant qui accompagne l'adulte, mais l'adulte qui accompagne l'enfant au spectacle, en fait. Voilà, c'est ça, en fait, aussi, qui est important. Et j'ai l'impression aussi que l'aspect effectivement visuel est important dans ce type de spectacle. Est-ce que d'ailleurs on peut, est-ce que la question que je vais te poser, est-ce qu'elle a une importance? Est-ce que tu es conteuse ou comédienne dans ces cas-là, dans ces petites formes, puisque bon, évidemment pour les tout petits, il n'y a pas que la parole qui rentre en compte. Il y a, comme tu disais, le corps. Il y a parfois les objets, parfois des petites marionnettes ou des grandes marionnettes d'ailleurs. Comment on peut définir ces formes-là ? Alors, sur la question du visuel, est-ce qu'elle est importante ? Je pense que ce n'est pas la question du visuel qui est importante, même si dans Maintenu et dans Petits Êtres, il y a de la marionnette. Mais ça, j'ai presque envie de dire, c'est une démarche que j'avais envie un chemin vers lequel j'avais envie d'aller et que j'avais envie de partager. C'est la relation qui est importante. Voilà. Enfin, pour moi, c'est la relation que tu mets en place avec les gens, plus que le visuel. D'accord, même si, évidemment, après, on peut décider qu'on peut prendre des objets, parce que la voix est importante, parce que le récit est important. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, on a souvent tendance à avoir les adultes ont souvent tendance à avoir des schémas bien cadrés sur ce qu'un tout petit peut recevoir, comprendre et accueillir. Et on oublie, je pense, tu vois, là, je pense par exemple sur Petits Êtres, pour prendre l'exemple de Petits Êtres, qui est un récit de vie choisi en direction des tout petits et des parents. On va se dire maintenant, un récit de vie, mais qu'est-ce qu'il en comprend ? Un récit de vie, il vient juste de naître, quoi, un bébé. C'est que, faut pas oublier qu'un bébé, il vient pas tout seul au spectacle. Et qu'il est accompagné de ses parents. Et que pour moi, il doit aussi se passer quelque chose pour le parent. Et qu'il doit y avoir cette exigence de profondeur dans ce qu'on raconte. Évidemment, en pensant ce qui peut être accueilli par l'enfant et comment ça peut être accueilli. Ça, c'est une réflexion qu'il faut... on ne fait pas du n'importe quoi, même si on se dit qu'un texte, a priori, l'enfant ne peut pas le comprendre. C'est une dimension, je pense qu'on met là derrière une dimension intellectuelle. On comprend dans le sensible aussi. Et si le parent, il est bien, et qu'il se pose et que ça lui parle et qu'il est ému, il se passera aussi quelque chose avec l'enfant. Et c'est ça qui est aussi important. Et après, il y a cette exigence et ce questionnement, hein, parce que c'est pas le fruit du hasard, que ce soit dans Maintenu ou Petits Êtres, des choix du récit, comme des choix des comptines, même si elles apparaissent pas comme ça à prime abord dans la compréhension intellectuelle, c'est jamais le fruit du hasard. Et dans la construction, il y a vraiment cette direction que ça puisse être accueilli autant par le tout petit que par l'adulte. Et parce que, après, sur la question du visuel, tu vois, je reviens sur la question du visuel, moi, ça ne m'intéresse pas de faire des spectacles où les personnes viennent et regardent leur enfant regarder le spectacle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les personnes viennent et elles vivent quelque chose avec leur enfant pendant le spectacle. C'est ça qui m'intéresse. Et qu'on partage ensemble, c'est-à-dire moi avec les enfants et avec les parents, quelque chose qui soit de l'ordre du sensible, de l'imaginaire, du plaisir des mots. Et que ça, ne peut pas poser ça en question de compréhension intellectuelle. Voilà. Tu proposes aussi des petites formes de tablier comptine. Il me semble aussi qu'il y a quelques années avoir eu en main un CD, un livre CD avec un travail de collectage de comptines. Comment tu peux nous en dire peut-être un petit mot, parce que voilà, comment ça fonctionnait ce collectage et puis comment ça a nourri ton travail. Alors, en fait, les premiers collectages de comptines que j'ai faits, c'était à Amitié Partage à Roubaix. Pour un petit peu raconter l'histoire, c'était il y a... ça ne me rajeunit pas, il y a une quinzaine d'années. Et c'était venu parce que dans ce lieu de distribution alimentaire, je racontais. Donc j'étais dans une démarche d'éveil culturel qui avait été mise en place autrefois par Marie-France Pincé,
par le biais de Lis avec moi. C'est pour un petit peu raconter tout ce chemin de cette nourriture spirituelle dont œuvre encore aujourd'hui Lis avec moi. Je les nomme parce que c'est pas rien, parce qu'on est tellement dans un détricotage culturel que c'est important pour moi de nommer qui m'a transmis aussi les choses et ce chemin-là en fait. Et du coup, elle avait mené, elle, pendant de nombreuses années, pendant le temps de distribution alimentaire, tout un travail pour faire en sorte que les gens ne se nourrissent pas, qu'on a besoin de pain, de tout, voilà, mais qu'il y a une nourriture spirituelle et qui passait aussi par les livres. Travailler, hein, c'est aussi cette émission, elle parle aussi des livres, et du coup pendant de nombreuses années moi je suis intervenue dans ce lieu-là auprès des familles, les familles les plus démunies, et je mets toujours des guillemets parce qu'il y avait une grande richesse intérieure, avec lesquelles on a lu aux enfants, on a raconté. Et un jour il y a un petit qui m'a dit mais moi j'ai pas de grand-père, j'ai pas de grand-mère, c'est un petit Algérien. Et un autre enfant lui a dit mais si, on a tous un grand-père et une grand-mère. Et à partir de là, je me suis questionnée, mais qu'est-ce qui faisait qu'un enfant qui avait été déchiré, enfin dont les parents avaient été déchirés et avaient dû quitter leur pays, peut-être dans la souffrance, et qui à un moment donné avait décidé d'oublier, parce qu'il faut bien avancer, comment on a le droit de ne pas oublier ce qui en tout cas nous nourrit. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a besoin d'oublier, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on a le droit de garder aussi. Donc on est parti de là. Si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Et avec Philippe Martini, pendant 2 ans, on a fait un travail de collectage. Et ça n'a pas été tout de suite d'ailleurs du collectage, parce qu'à aucun moment on a demandé aux familles « Allez, vous avez une petite chanson à nous donner ?» Là, parce que ça n'avait pas de sens. On a d'abord commencé par raconter. On a d'abord commencé par expliquer pourquoi on avait envie de faire ce travail-là. Et quand les gens ont eu envie, au moment où ils en ont eu envie, ils ont donné une chanson, un récit de vie, une comptine. Et l'idée, c'était de faire un ouvrage qui nous rassemble, parce qu'il y avait des chansons de partout. Et de dire qu'effectivement, être humain, finalement, on dit qu'on est différent, mais en même temps, il y a aussi des choses qui sont drôlement universelles. On va passer à un autre spectacle qui est dans ton répertoire et dans le répertoire de la compagnie, qui s'appelle De deux choses l'une, qui mêle rock, conte et comptine, que tu interprètes en duo avec Guillaume Leclerc. Comment est née l'idée de ce spectacle-là ? Et puis le conte, est-ce que ça peut être rock'n'roll un peu ? Parce que c'est vrai que c'est la musique, c'est plutôt il y a beaucoup de conteurs qui se réclament de la musique traditionnelle, c'est vrai, et beaucoup moins du rock. Alors moi je suis absolument pas musicienne, et je suis pas chanteuse non plus. Non, là c'était vraiment une envie. Je suis une chanteuse de salle de bain, comme on dirait. Non, moi j'adore Dalida, quand même. Non, c'était vraiment une envie. J'avais vraiment envie, en fait, et c'était une proposition de Jean-Christophe, en fait, de dire, tiens, si on essayait, en fait. Et Guillaume avait aussi, en fait, voilà, je crois qu'on avait envie que nos univers se rencontrent, c'est-à-dire l'univers de Guillaume qui vient plutôt de la musique, moi qui viens plutôt du conte. Mais on n'avait pas envie on avait envie vraiment d'une rencontre de ces deux univers. Donc oui, je peux te confirmer qu'on s'amuse beaucoup, que j'adore ce spectacle-là. Et puis il y a eu des compositions, on a composé des chansons. Voilà, je me suis beaucoup amusée à faire ce travail de composition. Je pense que Guillaume s'est beaucoup amusé à raconter aussi. Voilà, donc, alors pour la petite histoire, par exemple, la dernière des compositions qu'on a faites, c'est on jouait au Pharos, et c'était juste après les attentats du 13 novembre. Et on avait une semaine de résidence, parce qu'on voulait continuer un petit peu à chercher. Et on a composé une chanson qui s'appelle d'ailleurs De deux choses l'une, qui est, je pense, du coup très empreinte de ce qu'on venait de vivre tous à ce moment-là. Et le jour de la représentation, il y avait plein d'enfants qui avaient peur de venir, c'était un peu la folie, peur de venir au spectacle, et les parents, comme un élan de vie, les y accompagnaient. Et le hasard, mais il y a des beaux hasards, a fait que la chanson qu'on a écrite, elle le disait qu'il ne fallait pas avoir peur.
Et du coup, le spectacle se termine avec tous les gamins qui crient allez, même pas peur, et que c'est aussi un élan vital pour continuer d'avancer et de savoir pourquoi le monde est un cercle. Voilà. Tu as travaillé là très récemment sur une création autour du Pinocchio de Collodi, qui est intitulé Mon Pinocchio. Alors qui est-il, ton Pinocchio ? Alors, qui est-il ? Bon, je pense que ça me raconte sans doute, mais pas que, ça raconte tous ces enfants que j'ai rencontrés notamment à Amitié Partage, ces enfants pour qui c'est pas simple, qui sont des petits Pinocchio, et de leur dire de ne pas se décourager, et qu'ils ne sont pas des bons à rien, et qui peuvent grandir et avancer. Voilà. J'avais vraiment envie de raconter ça, parce que pour moi, mon travail a aussi à voir avec l'enfance, et aussi ces rencontres avec ces enfants qui peuvent être tout petits, on en a parlé tout à l'heure, mais qui peuvent être aussi parfois plus grands. Et j'en ai vu des enfants abîmés, cassés. Et c'est vrai que j'en ai vu aussi, juste là, il y a eu un beau miracle, parce qu'il y a des beaux miracles. C'est une petite fille que je rencontrais tous les mercredis à Amitié Partage, qui est venue au minuscule, et qui était devenue une jeune femme, et je me suis dit, waouh, la vie n'était pas facile pour elle, mais elle s'en est sortie, elle a bien grandi. Voilà, on ne sait pas ce qu'on laisse aux gamins, mais en tout cas, c'est aussi le conte. C'est pas le conte d'ailleurs, je dis le conte, mais j'ai envie de dire tout ce qui va vers le sens où on se tend la main, on se fait avancer les uns et les autres, c'est précieux en fait. Et j'avais aussi envie de raconter ces enfants, et c'est toujours un peu là, surtout parce que le monde est tellement bousculé aujourd'hui, d'être dans une lueur d'espoir, et de se dire que c'est au fond de nous-mêmes qu'on trouve aussi les réponses, et que ces gamins-là, même s'ils ne sont pas nés sous une bonne étoile, comme ça on dit, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas, et ils peuvent avancer, s'en sortir, et puis faire des belles choses. Voilà. On verra ce spectacle-là d'ailleurs à la rentrée à Noyelles-Godault, m'as-tu dit tout à l'heure. Le 29 novembre à Noyelles-Godault. Voilà, c'est un peu loin, mais bon, il faut faire des projets, parce que les vacances, c'est pas tout, mais il y a la rentrée quand même. Autre partie du travail de la compagnie, une autre des parties des travaux de la compagnie, c'est les interventions en rue. Vous proposez par exemple des parcours comptés, des visites singulières de sites, donc dans des villes ou bien dans des sites particuliers. Comment sont créés ces parcours par la compagnie ? Alors là, c'est Jean Ancry qui adore. Alors les parcours comptés, c'est des visites détournées de sites, de lieux, avec pour qu'on pose aussi un autre regard sur le quotidien, et c'est nourri d'anecdotes vraies, parce qu'en fait c'est chaque fois des spectacles uniques, parce qu'en fait chaque parcours compté répond à un territoire donné, et du coup c'est un travail in situ sur le territoire, et c'est un spectacle qui sera joué que pour ce territoire-là. Donc effectivement, ça demande de rencontrer les habitants, d'aller fouiller dans les livres, les archives, sur l'histoire du lieu. Et du coup, on est à la fois dans le détournement, mais on est aussi dans le vrai, en fait. Donc après, c'est aux gens de trouver le vrai du faux, mais souvent ce qui rend... Alors il y a beaucoup d'humour, évidemment, mais souvent ce qui en ressort, c'est que les gens posent un autre regard sur leur quartier, par exemple, parce que du coup, à un moment donné, on a raconté quelque chose qui était de l'ordre de l'habitude, autrement, en fait. Donc voilà, c'est ça les parcours comptés, et c'est vrai que c'est jubilatoire. Moi, je raconte pas dans les parcours comptés. Il y a très longtemps, je le faisais, mais je le fais plus maintenant. Mais j'aime bien aller écouter ce que les copains de la compagnie racontent. Voilà. On va passer maintenant au festival Les Minuscules, qui est un festival pour petites et grandes oreilles, dont la 8e édition, si je ne me trompe pas, s'est achevée à la ferme d'en haut de Villeneuve-d'Ascq il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Comment, est-il né ? En quoi consiste-t-il ? Alors là, c'est Jean Ancry qui a adore. Alors les parcours comptés, c'est des visites détournées de sites, de lieux, avec pour qu'on pose aussi un autre regard sur le quotidien, et c'est souvent ce qui
Il est né de toujours cette envie et ce travail en direction des tout-petits que je racontais précédemment, qui était de dire voilà, de quoi on nourrit les petits d'hommes et qu'est-ce qu'on fait pour que ces petits d'hommes puissent grandir le mieux possible, évidemment. Est-ce que le spectacle vivant peut y contribuer ? Et du coup, il y a eu cette idée de... Souvent, les spectacles, tout à l'heure, tu parlais, je refais exprès, du visuel. Mais souvent, voilà, on se dit, il faut faire du visuel, parce que le visuel... Puis, voilà. Non, nous, on a eu envie d'être dans un festival où on est dans le langage, dans la parole. Parce que c'est ça que... Enfin, voilà, parce que le tout petit est un être de langage. On l'oublie souvent, ou voilà, on a du mal peut-être à l'imaginer, mais le tout petit est un être de langage et c'est bien parce qu'on lui parle qu'il se met à parler. Et donc on a eu envie de proposer un festival autour du récit, de la parole. Et on a eu aussi envie qu'il y ait des temps en direction des adultes, parce dès le départ dès la première édition, on s'est dit que pour bien nourrir son petit homme, il faut continuer à se nourrir soi-même. Et que souvent, par exemple, les professionnels de l'enfance, elles avaient la conviction que c'était important de lire ou de raconter au tout petit, mais elles-mêmes, elles ne prenaient pas le temps de lire, elles n'avaient pas le temps d'aller écouter des conteurs. Donc on a eu envie de faire ce travail-là de maillage entre les uns et les autres, de liens qui fassent sens et qui fassent sens pour tout le monde. Voilà, c'est pas... on n'est pas... on est dans la rencontre, encore une fois. Toujours, je me répète, mais c'est ça, en fait. Et on a eu envie de faire des propositions où on se disait, tiens, c'est pas facile quand t'es jeune parent d'emmener ton tout petit, t'as envie qu'il se passe des trucs chouettes pour ton tout petit, mais parfois on est un peu démunis quand on est parent. Et du coup, on s'est dit, au Festival des Minuscules, on va essayer de donner les clés du spectacle vivant, en se disant, on a eu des grands débats dans la compagnie, de dire, est-ce qu'on donne les clés ou les codes du spectacle vivant ? Et on s'est dit, non, les codes, ce sont que pour les initiés, et toujours un peu dans une démarche d'éducation populaire, on s'est dit, mais non, ce sont les clés, parce que les clés, c'est pour tout le monde, et que tout le monde puisse ouvrir les portes. Et du coup, c'est des petites jauges, parce qu'on est dans du récit, on est dans la proximité. Et ça, on l'explique. On n'explique pas aux parents pourquoi c'est des petites jauges, pourquoi si le petit pleure, il ne faut pas hésiter à sortir. On sait que ça paraît une évidence, mais en fait, on comprend aussi que ça ne l'est pas non plus pour le parent qui arrive avec son tout petit et qui puisse se sentir bien aussi, le parent, on en revient à ça, qu'il puisse se sentir bien, qu'il puisse se sentir la liberté de sortir, de revenir, qu'il puisse y prendre du plaisir pour lui, qu'il puisse pique-niquer avec ses enfants qui maintenant grandissent. Alors du coup, il y a ma maman qui fait du tiramisu. Qui fait du tiramisu, et puis qu'on partage en famille. Voilà, c'est un temps familial aussi. Et puis c'est un temps, comme à la maison. C'est comme ça qu'on imagine. Voilà. Alors le tiramisu, c'était vraiment l'argument suprême pour vendre le festival. Écoute, ça, c'est un bon argument. Alors, je ne sais pas si c'est un argument pour vendre le festival, parce que moi, je ne suis pas toujours bien à l'aise avec cette histoire de vendre. Par contre, je pense que c'est peut-être l'argument qui fait que j'ai demandé à ma maman de revenir... ça va, je parle bien dans le micro, de revenir d'Italie pour faire le tiramisu. Je pense que c'est plus l'argument d'en faire une fête familiale aussi. Bien sûr. Voilà, je crois. Quels sont les projets en cours dans la compagnie ? Pour finir, d'ailleurs. Alors, les projets en cours, on a bien travaillé cette année. Donc, il y a Pinocchio que j'aimerais pouvoir partager avec le public. Et puis, il y a aussi un autre travail autour des ouvrages de Mélanie Rutten, qui est une auteure illustratrice belge, qui s'appelle Petit chemin sur la peau, qui est une robe à histoire qui va être jouée mardi, mercredi, jeudi, vendredi à la Maison Folie de Moulins dans le cadre de Montmartre. Et puis, il y a un travail de film documentaire en cours, en direction... alors, on a appelé ça « Quand l'image raconte ». Parce qu'il m'a semblé aujourd'hui qu'il était important de retracer tout ce parcours de cette nécessité de nourrir les petits hommes dans le Nord-Pas-de-Calais. Tout ce parcours qu'on a eu et en quoi c'est précieux et en quoi aujourd'hui, plus que jamais, on doit continuer à tricoter plutôt que détricoter ces moments autour des livres, du conte, de la musique, avec les tout-petits, mais avec les autres aussi, je pense. Merci Marie, en tout cas, pour ce moment passé avec nous. On retrouve toute l'actualité de la Vache Bleue, les spectacles, l'agenda, sur le site www.vache-bleu.org.
Vous dire aussi qu'une dernière scène ouverte Histoire d'un soir aura lieu à Biévillers-les-Bas-Paumes ce vendredi 17 juin à 19h30, c'est la dernière de la saison. Inutile de vous préciser que c'est près de Bas-Paumes, je l'ai fait quand même. Des événements autour du conte et de la parole en région cet été, il y en aura quelques-uns. On va signaler entre autres le désormais traditionnel festival entre monts et marais qui se tiendra du 4 juillet au 29 août à Norpen et Zuidpen près de Cassel. Au programme, vous pourrez retrouver des randonnées comptées pour les adultes, une rando pour les petites oreilles ou un souper conte animé par Jean-Yves Vincent et Patrick Saunier qui sont déjà venus à ce micro. Vous pouvez trouver toutes les infos sur le site www.parolebohème au pluriel.com. Merci à vous et à bientôt. Merci.